Alors peut-être La Britannique est en train de craquer. champion du monde. Cela ne nous regarde pas. Bonjour et bienvenue à tous dans ce deuxième épisode de Jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, je vais recevoir une personne qui fait également des vidéos sur YouTube comme moi. C'est Emilien, je vais le laisser se présenter un petit peu. À toi Emilien. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Emilien, j'ai 23 ans, je fais en effet quelques vidéos sur YouTube depuis très récemment et je fais principalement de la course à pied dans mon quotidien. Et après, j'essaye de parler sur Internet de sport et d'environnement. Suite à des études en école d'ingénieur sur l'énergie et l'environnement. Voilà, donc moi j'ai découvert la chaîne d'Emilien il n'y a pas si longtemps. Vous pouvez le voir si vous allez sur sa chaîne, c'est quand même une chaîne assez récente. Et j'ai beaucoup apprécié, c'est que tu mélanges en fait du coup l'aspect environnemental, l'aspect scientifique des choses, avec l'aspect vraiment de performance, d'entraînement, etc. Tu as un peu un mélange qui est assez rare sur YouTube. Comment ça t'est un peu venu l'idée de cette chaîne? Pourquoi tu as fait ta chaîne? En effet, c'est vrai que c'est assez rare. En fait, je l'ai découvert après qu'il y avait personne qui faisait un peu comme moi. En fait, donc moi, je suis un passionné de sport depuis toujours. J'ai fait beaucoup de différents sports quand j'étais petit, beaucoup de rugby jusqu'à mes 16-17 ans, et puis de la course à pied, pour m'entretenir, disons. Et après, j'ai un peu mis le sport de côté pour plus me focaliser sur les études. Donc, je le disais, j'ai fait des études d'ingénieur, généraliste, mais avec quand même une spécialité plus orientée énergie et environnement. Et donc, je trouvais que le sujet environnemental dans le sport était soit pas, soit mal traité sur Internet. Alors, il y a beaucoup de gens qui le traitent très bien dans le milieu académique, mais des sportifs qui prennent la parole sur ce sujet-là, il n'y en a pas beaucoup, ou alors c'est pas forcément toujours très, très adéquat, disons. Donc voilà, j'ai essayé de lancer cette chaîne, c'était en juin 2023. Et donc j'essaye de proposer en effet des formats plus orientés sur ma pratique personnelle, et j'essaye de montrer l'exemple alors de manière assez humble, hein. Enfin, clairement, j'essaye pas de dire c'est comme ça qu'il faut faire, juste j'essaye de montrer comment moi je fais. Et puis après, il y a des formats un peu plus de vulgarisation scientifique, où donc là, je suis face caméra et je fais de la vulgarisation, j'essaie d'expliquer un peu des articles de gens qui travaillent sur la question. Voilà, à peu près ce que je fais et comment j'ai décidé de le faire. Je pense effectivement à notamment ta vidéo sur la transpiration. C'est la première que j'ai regardée de ta chaîne et qui m'avait beaucoup intéressé parce que justement, tu as l'avantage d'avoir cette double casquette. Parce que c'est vrai que même si des sportifs parlent et peuvent parler du sujet, ils n'auront pas forcément la double casquette que tu as. Et je trouve que c'est très intéressant. Mais du coup, tu as un peu défini ta démarche. Là, tu as un peu dit pourquoi tu fais ça et comment tu le fais. Mais comment est-ce que tu imagines ça se développer? Est-ce que tu imagines peut-être de nouveaux formats, de nouvelles façons de faire? Est-ce que tu as d'autres idées en tête? Ou est-ce que tu penses principalement rester sur ce que tu fais actuellement et ce que tu viens d'expliquer? J'avoue que je sais pas exactement où ça va aller. J'aimerais bien m'améliorer sur la qualité des vidéos que je propose, autant sur le fond que sur la forme. Alors sur la forme, bon, ça demande juste du temps et de l'expérience. Sur le fond, je pense que mes vidéos, j'essaye à chaque fois de rendre un travail assez poussé. Donc la vidéo sur la transpiration, c'est un exemple. Il y a la vidéo où en fait j'essaye de faire une première revue, introduction, où j'explique modestement, encore une fois, hein, les enjeux entre le sport et l'environnement. De ce point de vue-là, je vais essayer de rendre ça un peu plus professionnel, avec des formats un peu plus longs, et pourquoi pas des partenariats, ou en faisant intervenir directement les chercheuses et des chercheurs du milieu académique qui s'y connaissent parfois très bien, mais qui communiquent relativement peu, ou alors qui communiquent dans un langage qui n'est pas forcément compris par toutes et tous. Ce que je trouve moi très intéressant via le sport, c'est que vraiment ça concerne toutes les classes sociales, tous les genres, tous les âges. Donc c'est assez intéressant. Je pense que ça a beaucoup de pouvoir, et donc j'aimerais bien pouvoir toucher un public que je toucherais pas forcément si je parlais uniquement d'environnement.
C'est un peu la mission que je me suis donnée, avec beaucoup de guillemets. Et après, en fait, je me fais pas trop d'illusions. Si on a envie d'être écouté sur Internet et dans la vie en général, il faut aussi faire ses preuves. Et donc, je me mets quand même des objectifs d'un point de vue sportif pour que derrière mon argument environnemental et écologique, il tombe pas à l'eau, puisque voilà, s'il y a quelqu'un qui fait du sport au niveau amateur et qui donne des leçons à tout le monde, c'est quand même plus difficile à entendre que quelqu'un qui, alors pas forcément professionnel, mais qui se rapproche d'un niveau professionnel. Je pense que c'est plus... Voilà, ça donne de la légitimité tout simplement. Donc c'est pour ça que d'un point de vue sportif, j'aimerais bien me libérer du temps pour me rapprocher de certains professionnels, quoi. Ouais, je partage ton avis, effectivement, c'est pas. Je préciserai peut-être un petit peu plus en disant que moi, c'est pas forcément tant le résultat qui m'importe, mais la façon d'y arriver, et que il y a des personnes qui vont peut-être, bon, pour citer des exemples de temps un peu fictifs, mais il y a des personnes qui vont peut-être courir en 38, 40, 42, mais qui vont avoir une très bonne méthode et tu vas sentir que c'est sérieux, ça appuie aussi un peu les dires, effectivement. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Et j'aime bien cette idée un peu de vouloir faire un pont avec la science, si on peut dire ça comme ça. La phrase est un peu pompeuse, un peu construite, mais de faire un pont avec la science. Et oui, ça serait intéressant de recevoir, pourquoi pas, des chercheurs et des chercheuses, parce que c'est vrai que les travaux, quand tu lis des articles scientifiques, etc., je dis pas qu'il faut une formation, mais en tout cas, c'est vrai que ça s'improvise pas et que c'est pas accessible à tout le monde, puisqu'il y a des articles très complexes, ne serait-ce que dans le vocabulaire ou la barrière de la langue, etc. Et du coup, ouais, je trouve que tu touches une cible qui est intéressante. Et t'as bien défini la chose et moi j'apprécie beaucoup. Mais justement, t'as plusieurs formats. T'as le format où par exemple, t'as la vidéo où on parle d'écologie où c'est vraiment une discussion face caméra. T'as le format un peu avec la transpiration où tu reviens sur des études et qui est un peu plus centré quand même sur la science. Et puis t'as des formats qui sont un peu entre guillemets à cheval, comme par exemple peut-on être athlète pro et écolo? Et toi, quel est le format que tu préfères? Quel est le format que tu aurais le plus envie de faire si tu devais en choisir qu'un seul? Ah, c'est une question difficile Ouais. parce que justement, ce que je trouve d'intéressant et là où je prends du plaisir, c'est essayer de jongler entre tous ces formats-là. Alors à produire et à réaliser le format plus sportif me fait évidemment plus rire et puis c'est beaucoup plus simple à réaliser. J'allume la caméra quand je cours, j'essaye de faire 2-3 blagues et je raconte un peu ma vie, donc ça demande pas de préparation. Et puis en plus, c'est beaucoup plus attractif. Il suffit de regarder les statistiques de ma chaîne, la vidéo où je fais un ultra trail pendant 4 jours. Elle a 10 fois plus de vues que la vidéo sur la transpiration. Donc c'est un peu frustrant parce que, à l'inverse, ce que je préfère et ce dont je suis plus fier, disons, c'est plus ces vidéos-là, disons, un peu plus scientifiques, où alors modestement, encore une fois, j'ai l'impression d'apporter un tout petit peu quelque chose, peut-être, au débat sur Internet, même si dans le cas de la transpiration d'ailleurs, c'est quand même un sujet qui est plutôt bien connu, et il y a de plus en plus de gens qui en parlent. Mais voilà, c'est dur de dire s'il y a un format préféré. Je pense qu'à plus long terme, le format un peu intermédiaire, où justement je partage ma pratique sportive et à la fin j'essaye d'avoir une conclusion sur la manière dont je me suis déplacé pour aller à telle ou telle compétition, ou alors qu'est-ce que je en retire sur par exemple le sport de haut niveau. Ça c'est la dernière vidéo que j'ai publiée. Voilà, je trouve que ça c'est un format un peu hybride qui répond un peu aux deux. Donc voilà. Ok, ouais, c'est vrai que la question est quand même un peu délicate et je suis d'accord que c'est aussi dans le fait de jongler et dans le fait d'avoir le choix de ce qu'on fait que du coup on prend le plaisir à faire chaque format. Et du coup on va rentrer un petit peu plus dans les questions qui sont liées à proprement parler au sujet que tu traites et non pas à la façon dont tu les traites. On va commencer par poser une première question. C'est qu'actuellement on constate qu'il y a une tendance à aller s'entraîner plus loin et à aller courir plus loin. Par exemple, en marathon, on a tous les majors, mais on a aussi, on a Valence, on a Amsterdam, on a Boston, etc. On a énormément de marathons qui prennent de plus en plus d'importance.
On a aussi les trails, l'UTMB bien évidemment, mais il y en a bien d'autres, parce qu'il y a beaucoup, par exemple, de trails aux États-Unis, ainsi de suite. Au niveau de l'entraînement, bah, on a les stages en altitude. Bien évidemment, en France, on a Font-Romeu, ensuite il y a Saint-Moritz, etc. Mais il y a quand même une tendance aussi à partir, par exemple, au Kenya, tout simplement, pour faire ces stages en altitude. Et qu'est-ce que tu penses de cette tendance actuelle? Et une deuxième question qui est liée à laquelle tu pourras répondre après, c'est que Kylian Jornet récemment a appelé au boycott de l'UTMB et pour diverses raisons. Et qu'est-ce que tu en penses aussi? Et si tu arrives à le lier à la première question, n'hésite pas. Donc vas-y. Alors c'est une question complexe et je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, c'est pas tellement une tendance. Enfin, ce qui est actuel, c'est qu'il y a de plus en plus de participants et de participantes qui participent à des compétitions. Le fait qu'il y ait des trails aux États-Unis ou des marathons à Boston, ça clairement c'est pas nouveau. Boston c'est le marathon le plus ancien. Ça fait plus d'un siècle que les gens courent à Boston, mais avant c'était essentiellement des États-Uniens et des États-Uniennes qui couraient là-bas. Donc voilà. Après, c'est sûr qu'il y a de plus en plus d'enjeux financiers parce que comme il y a une masse plus importante, l'UTMB c'est très criant quoi. Ils ont créé un World Series, donc ils ont maintenant multiplié le nombre de courses pour multiplier le nombre d'entrées d'argent. Donc clairement ça déforme d'une certaine manière l'aspect un peu historique que certains et certaines défendent. C'est le cas de Kylian Jornet notamment qui trouve que ça va trop loin et c'est pour ça qu'il a publié avec Zach Miller qu'il a envoyé ce mail qui a fait beaucoup de bruit. Alors dans les faits, c'était plus un argument économique et presque vis-à-vis des traditions. C'était presque plus culturel qu'un message environnemental. Enfin, c'était pas très clairement affirmé que l'enjeu environnemental était le plus gros problème. Après, si on connaît un peu le monde de l'outdoor, on connaît l'engagement de Kylian Jornet sur les questions environnementales, donc ça se cache évidemment derrière ces questions-là. Et puis, en fait, c'est aussi c'est assez évident. En fait, toutes les compétitions, à partir du moment où elles attirent plus de gens, elles ont un impact environnemental plus important. Alors c'est pas une relation linéaire, c'est-à-dire que il y a des effets de seuil un peu. Quand on dimensionne des événements comme l'UTMB, très rapidement on prend le bilan carbone explose du fait de la renommée et du fait qu'il y ait des athlètes qui viennent de l'étranger. Mais s'il y avait 10 000 personnes qui couraient sur les chemins de Chamonix et qui venaient essentiellement d'Europe, le bilan carbone serait peut-être divisé par 2 ou 3. Donc c'est pas l'unique argument. Moi ce que j'en pense, alors après c'est très personnel, mais c'est que ça ne peut pas durer, ça ne pourra pas durer. Je pense très clairement que, en particulier dans l'outdoor, il y a certains et certaines qui vont en prendre conscience et qui vont oser prendre la parole. C'est déjà le cas de Kylian Jornet, on l'a cité, Andy Simons, un athlète franco-britannique. Ils sont peu nombreux aujourd'hui, j'espère que ça va changer à l'avenir. Et en fait, je pense qu'il va y avoir une certaine forme de honte, enfin c'est ce que j'espère profondément, à aller courir à l'autre bout de la planète, parce que c'est tout simplement pas respectueux pour celles et ceux qui ne peuvent pas se permettre et pour les futures générations. Ça c'est mon avis personnel vis-à-vis des compétitions. Après, vis-à-vis des entraînements, il y a la mode aussi d'aller s'entraîner à Iten au Kenya, à 2000-2500 mètres d'altitude, un peu avec des relents néocolonialistes pour aller s'entraîner dans des cultures qui ne sont pas forcément des cultures occidentales, où on implante des centres d'entraînement. Alors ça fait travailler certaines personnes d'un point de vue local, mais moi je trouve ça assez irrespectueux sur plein d'aspects. Donc pareil, je pense que ça va finir par diminuer. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui affirment ce discours-là. Mais voilà, il y a des infrastructures à Font-Romeu, et franchement, pour 90% des gens qui vont à Iten, c'est pas nécessaire
aller faire une semaine ou deux à Font-Romeu, c'est déjà largement suffisant. Je crois que le centre de Runix Athletic Center qui a 2 ou 3 ans à Iten, ben voilà, c'est plus de 60% des gens qui sont amateurs. Donc faut essayer d'expliquer à ces gens-là qu'en fait, leurs vacances ont un coût environnemental énorme. Et si c'était seulement d'un point de vue sportif, les infrastructures en France et en Europe, elles suffisent déjà très, très largement. Donc voilà un peu mon avis. Ouais, effectivement, réponse très complète. J'ai pas le chiffre que tu as avancé, il me semble, du pourcentage d'amateurs qui va, mais effectivement, on peut constater que, enfin, j'ai pas la source, je voulais dire, on peut constater que clairement, c'est énormément d'amateurs. Et je trouve que, à titre personnel, il y a une certaine surdimension en fait dans tout ce à quoi les amateurs ont accès aujourd'hui, que ce soit en termes de matériel, en termes d'infrastructure, en termes de possibilités. Et je dis pas que, oulala, il faut tout renier, mais il y a beaucoup de choses auxquelles on n'a pas forcément besoin, qu'on finit par vouloir. Et je trouve que les stages en altitude en font notamment partie. Parce que, bon, au final, il y a énormément de choses à améliorer avant d'aller en altitude. Et il y a énormément de choses à améliorer, par exemple, avant de mettre des chaussures carbone et ainsi de suite. Mais bon, ça, c'est pour un autre débat. Et effectivement, ouais, ça pourra pas durer. Et notamment, je pense, par exemple, encore une fois, l'exemple du Kenya. C'est vrai qu'on vient implanter, au final, une bulle vachement européenne, ou en tout cas occidentale, et qui fait certes, très certainement vivre quelques personnes. J'ai pas les chiffres parce que je ne suis pas allé, je me suis pas renseigné dans le détail, je dois le reconnaître. Mais si par exemple, mon exemple très hypothétique, mais on a une nouvelle maladie mondiale ou autre exemple qui perturbe les communications internationales, toutes ces personnes-là, au final, elles repartent de zéro. Si demain, il n'y a plus l'afflux d'argent et de personnes, et c'est pas un moyen de développement. Et j'ai juste l'impression que c'est le nouveau on va au Kilimandjaro ou ce genre de choses, quoi, que de partir ou le nouveau safari que de partir en stage en altitude. Mais bon, ça après c'est mon point de vue personnel et en tout cas je trouve que ton point de vue est très complet sur le sujet. Mais c'est vrai que ça amène à se poser une autre question qui est quand même assez intimement liée. C'est comment envisager les compétitions internationales dans ce contexte. Parce qu'une compétition internationale, par nature, c'est des déplacements internationaux. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on limite le nombre d'athlètes? Est-ce qu'on limite le nombre de compétitions internationales? Est-ce qu'on les supprime? Qu'est-ce qu'on fait? Et ce qu'on va faire, est-ce que ça peut pas mettre en péril le sport de haut niveau? Est-ce que le principe même du sport de haut niveau n'est pas basé sur des fondements qui sont périssables? Alors à long terme, certainement, enfin le sport de haut niveau, si on parle de l'échelle de notre planète, on est là depuis un millième de seconde, donc le sport de haut niveau finira par disparaître. Si on regarde juste à l'échelle de notre ridicule existence, ça va diminuer, je pense. Alors après, ça dépend ce qu'on appelle le sport de haut niveau, parce que si on parle du marathon de Boston, des compétitions, ça dépend de ce qu'on appelle les compétitions internationales. Si on prend les exemples de marathons internationaux, par exemple, où il y a à la fois des athlètes professionnels et des amateurs qui se déplacent, je pense qu'il faut réfléchir en deux temps. Dans un premier temps, il va falloir et devoir diminuer la jauge d'athlètes venant de l'international, je veux dire des amateurs, de participants venant de l'international, parce que les quelques 2 ou 3 tonnes de CO2 émis pour un Français par exemple ou une Française pour aller à Boston, multiplié par le nombre de participantes pour aller à cette compétition-là, et c'est énorme quand on multiplie par le nombre de personnes. Ouais. Par contre, je pense que si on veut pas brusquer les gens trop vite, il faudra laisser aux athlètes professionnels la possibilité de se rendre sur des compétitions. Pas leur crier dessus parce qu'au final ils auront un bilan carbone désastreux, mais voilà, faut pas que ça en soit un critère de réussite, une fierté que d'aller courir à l'autre bout de la planète. Il y en a certains et certaines qui l'ont compris dès à présent, mais aujourd'hui les calendriers, on parle de trail essentiellement et de course à pied sur route jusqu'à présent, mais c'est vrai dans n'importe quel sport, en tennis, en football ou n'importe où. Enfin, les calendriers sont tellement serrés et tellement denses que, en fait, la responsabilité du bilan carbone des athlètes pros, elle dépend pas uniquement d'eux. Donc déjà, en optimisant peut-être un tout petit peu leurs déplacements, on aurait moyen de réduire les impacts.
Ça, je parle à vraiment très court terme. C'est une mesure qui ne demande pas tellement d'investissement, mais juste de se creuser un peu la cervelle. Ouais, c'est de la logistique. Et après, ben ouais, clairement, il va. Ouais, complètement. Je sais que. Alors là, je suis pas un grand fan de Formule 1, comme on peut imaginer, mais je sais que le calendrier de la Formule 1 a été repensé pour permettre d'optimiser un peu les déplacements. Parce que faut bien imaginer qu'à chaque fois que une course se passe, il y a une équipe de logistique gigantesque, des dizaines de personnes qui se déplacent, et donc c'est un bilan carbone énorme. Et donc pour une écurie française par exemple, aller au Grand Prix d'Abu Dhabi pour aller ensuite en Australie, si on fait 2 fois les allers-retours en France entre-temps, enfin juste ça n'a pas de sens. Donc en optimisant un tout petit peu, déjà on a moyen de sauver quelques tonnes de CO2. Et en fait, ça c'est vraiment juste des mesures qui resteront anecdotiques et qui seront pas des mesures de fond. Et donc si on réfléchit, alors je lance le chiffre comme ça, mais à 15-20 ans, en fait il y a des sports qui vont devoir vraiment disparaître, qui ne seront tout simplement plus souhaitables sur plusieurs aspects, environnemental évidemment, parce que chaque gramme de CO2 en plus dans l'atmosphère est à éviter. Mais en fait, c'est aussi au niveau de l'image, et ça, je pense qu'on s'en rend difficilement compte et on n'arrive pas à mesurer parce que ça passe dans l'imaginaire collectif. On n'imagine pas trop ce que de telles compétitions ont sur les imaginaires des uns et des autres. Donc je pense que voilà, si aujourd'hui on arrivait à avoir le courage de dire on arrête la Formule 1 en 2035, il y en a peut-être certains ou certaines qui repenseraient ou recalculeraient leur usage de la voiture ou des transports, quoi. Ouais. Donc voilà. C'est un débat qui va bien au-delà de juste la question de est-ce que telle ou telle compétition doit exister, quoi. Ouais, je trouve que notamment le point de vue de la logistique et de l'organisationnel est intéressant, et c'est ce qu'on remarque un petit peu en cyclisme. Le cyclisme qui est un sport qui s'est franchement mondialisé au cours des dernières décennies. Et par exemple, si tu regardes les calendriers des grandes courses, en début de saison, ça va être l'Océanie, en janvier. En février, ça va être les pays du Moyen-Orient. Et ensuite, donc un peu les nouveaux venus dans le cyclisme, quoi. Va y avoir aussi l'Amérique du Sud. Et progressivement, le calendrier va être de plus en plus européen pour limiter les déplacements et pour faciliter la logistique des équipes. Parce que on parle aussi d'un sport qui a un peu moins de moyens, donc qui forcément doit un petit peu plus calculer sa logistique. Et je trouve que la différence que tu as fait est intéressante dans le sport de haut niveau, parce que effectivement et les compétitions internationales, tu as une différence entre... certes, c'est vrai que si moi par exemple je joue au marathon de Boston, en soi je pars à l'étranger, etc., c'est international, mais c'est pas forcément la même chose que l'athlète chinois, l'athlète japonais qui va venir aux Jeux Olympiques de Paris. C'est pas la même dimension. Et c'est vrai que je trouve que la course à pied et l'athlétisme a un avantage sur ça, c'est que c'est un sport qui nécessite en soi pas énormément de choses et qui a moins de monuments, entre guillemets. Parce que si tu regardes le cyclisme, ça va être difficile de faire un Tour de France en Asie ou en Afrique. Mais par exemple, pour faire un bon marathon, sur tous les continents, tu peux faire un bon marathon, tu peux trouver le bon endroit pour faire un marathon, même si il y a quand même un peu d'histoire, évidemment, tu as Boston, tu as ce genre de choses, mais globalement, des compétitions d'athlétisme, je trouve que tu peux en organiser des qualitatives n'importe où, et qu'il y a des scènes continentales et nationales dans beaucoup de pays, et que c'est un des sports qui perdrait le moins à comment dire, à avoir une forme de décroissance et moins de mondialisation. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est un peu comme ça que je le conçois. Ouais, et puis en plus, alors c'est moins vrai dans les distances courtes de sprint ou de demi-fond, mais pour les courses, on parle beaucoup des marathons ou même des semi-marathons, principalement la personne contre qui on se bat, c'est soi-même et le temps, quoi. Donc il y a l'effet de groupe, avoir des gens de son niveau, ça tire toujours vers le haut, mais 90% du travail doit être fait à l'entraînement, et ça n'a pas besoin d'être fait à l'international, alors que des pilotes de Formule 1 ou des cyclistes
des cyclistes à vélo qui ont le niveau international, il n'y en a pas énormément et il y a un moment où la compétition, elle a plus d'intérêt que le temps à battre. Donc ça s'y prête bien et je pense que c'est aussi en partie pour ça que la course à pied restera durable plus longtemps que certains autres sports qui vont devoir tout simplement disparaître. Après voilà, il faudra réussir à discuter suffisamment tôt pour que ces sports s'arrêtent dans de bonnes conditions. Alors, spoiler, ça va mal se passer, hein. On est tous au courant qu'il y en a beaucoup qui vont s'opposer à ça. Mais bon, je pense que clairement, il faudra y réfléchir suffisamment tôt pour que ça soit pas douloureux pour des gens dont la vie est basée, si on reprend l'exemple de la Formule 1, autour de la Formule 1, il y a des gens, toute leur vie dépendent de ça, et leur dire du jour au lendemain, désolé, mais on arrête, ça peut être douloureux, et je le comprends. Ouais, c'est clair qu'il y a un aspect social aussi à prendre en compte. On va passer, après les questions sur la compétition, sur tout ce qui est compétitif, sur les questions plutôt sur le matériel. Et je vais commencer avec une première question qui fait écho à une de tes vidéos dans lesquelles tu as couru avec des chaussures d'occasion. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on conçoit forcément en course à pied. C'est combien de temps, combien de kilomètres tu penses qu'on peut faire avec une paire de chaussures? Est-ce que tu penses que toutes les paires se prêtent à un marché de l'occasion? Est-ce que par exemple on peut acheter sa paire, faire une compétition avec parce qu'on avait vraiment besoin de carbone et c'est la compétition d'année, et ensuite la revendre et peut-être que quelqu'un d'autre puisse l'acheter en occasion, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu penses de ça? Très clairement, toutes les paires de chaussures ne se valent pas parce que la paire de chaussures dont je parle, c'est un des modèles de chez Nike, la Alpha Fly, qui, selon Nike, est faite pour tenir, pour d'avoir les performances mécaniques sur 300 km à peu près, entre 200 et 300, je me rappelle plus exactement, mais bon, voilà, clairement, c'est ridicule. Surtout que c'est des chaussures qui valent 300 €, donc moi, j'avais pas envie et pas l'argent de toute manière d'acheter ce genre de chaussures, donc j'avais envie d'essayer. C'est la première paire de chaussures en carbone que j'ai essayé, et j'avoue que je suis assez frustré. Je suis même très déçu parce que, alors à court terme, j'ai ressenti un gain de performance. Alors eux parlent de, je sais pas, 2 ou 4% de performance. Ouais, t'as là 4%. Ouais. Mais clairement, à mon niveau, c'est pas nécessaire. Même si, voilà, j'ai fait 2h50 à ce marathon-là. C'est un bon niveau pour un amateur, mais c'est encore très très loin d'un niveau professionnel. Et je pense que c'est un gain marginal qui est pas prioritaire. Donc moi, je le recommanderais pas aujourd'hui. Surtout que c'était il y a un peu plus d'un an. Et aujourd'hui, les chaussures sont quasiment mortes, en fait. C'est comme n'importe quel équipement de pointe, c'est pas durable. Et les mousses sont vraiment défoncées. J'ai les petits amortisseurs là sous le carbone qui sont complètement écrasés. Et donc je m'en sers pour quelques séances d'intensité, mais c'est pas très confortable. Et puis voilà, donc il a fallu que je rachète d'autres chaussures derrière. Et à l'inverse, un autre modèle de chez Nike que j'ai acheté, alors d'occasion, mais c'était un problème de taille, donc en fait elles étaient quasiment neuves, faites pour le footing. Je leur ai fait faire plus de 1500 km et elles tiennent encore très bien. Bon, il manque un peu d'accroche dessous, mais dans les faits, je ressens pas tellement de grosses différences au niveau mécanique. Donc en fait ça dépend vraiment beaucoup des modèles. Et puis faut pas tomber dans la parano et l'argument marketing de certaines marques qui disent qu'il faut changer ses chaussures au bout de 700 km ou 800 si les chaussures sont encore en bon état et que on n'a pas d'accro hyper important au niveau de la semelle. Pour moi, on peut continuer à s'entraîner. Et encore une fois, c'est principalement une question de musculature et d'habitude au niveau des tendons et des articulations, quoi. Réponse très complète. Et cette question et cette réponse amène à une autre question, parce que finalement le carbone c'est un développement technologique récent de la course à pied, enfin le carbone, encore plus la semelle que le carbone en soi, parce que tu peux mettre une lame de carbone sur une chaussure minimaliste, tu vas pas aller aussi vite et avoir autant d'économie musculaire que si tu avais la mousse avec. Mais du coup ce développement technologique
plus généralement une question sur les technologies en course à pied dans le sport. Est-ce que tu trouves que ta démarche dans l'ensemble, elle est compatible avec des outils technologiques comme un tapis de course, une montre pour enregistrer ses activités, des objets connectés, des testeurs de lactatémie et ainsi de suite? Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? J'avoue que cette question, j'ai pas eu le temps de. Enfin, je me la pose, hein, à titre personnel. J'ai une montre connectée, voilà. J'ai pas de tapis, j'ai pas de testeur de lactate. Je pense pas en avoir un jour. Clairement, j'en ai pas l'utilité. Enfin, moi, à la base, je cours comme beaucoup de gens pour prendre l'air et pour me défouler. Donc, je me vois pas trop courir sur un tapis. Il y a des gens pour qui c'est nécessaire et je le juge pas. C'est pas un souci. Les testeurs de lactatémie, encore une fois, ça parle à 0,01% des gens qui sont en capacité de s'en servir. Pour moi, c'est vraiment hors de propos et voilà, on veut vendre des trucs à des gens. Donc bon, ça fait des stats en plus. Dans les faits déjà, enfin, si les gens allaient courir 3-4 fois par semaine, le gain de performance serait déjà largement supérieur. Donc d'un point de vue environnemental, enfin, d'un point de vue carbone, c'est à peu près rien du tout. Juste, c'est un état d'esprit. Est-ce qu'on a franchement envie d'avoir ce genre de choses et si oui, pendant combien de temps? Enfin, à quoi le sport va continuer à ressembler si on continue de rajouter toujours plus d'éléments de mesure et de performance. Donc, sur le testeur de lactatémie, j'ai pas tellement d'avis. Sur les montres, je pense que vraiment c'est pas nécessaire pour 90% des gens. Et même moi, à titre individuel, je réfléchis de plus en plus à courir sans. D'un point de vue environnemental déjà, parce que, bon, comme je l'ai dit, niveau carbone, c'est relativement faible. Je pense que c'est pas des petits instruments comme celui-là qui ont un impact important. Par contre, au niveau des ressources, c'est des éléments technologiques hyper complexes à construire, avec beaucoup de métaux rares qui, voilà, une fois assemblés, sont impossibles à recycler. Donc, c'est juste pas durable. Et encore une fois, si on réfléchit à long, voire très long terme, d'ici 40 ou 50 ans, je pense qu'on pourra même plus se permettre d'avoir ce genre de gadget. Donc, c'est déjà intéressant d'envisager de ne plus s'en servir. Ok. Ouais, je trouve que c'est intéressant et tu as soulevé beaucoup de bons points et beaucoup de points qui peuvent amener à la discussion. Par exemple, la montre. C'est vrai que moi j'ai tendance à essayer de m'en passer un maximum. Ou même quand je la mets, je peux enregistrer mais je vais pas regarder, tu vois. Par exemple, j'ai plus Strava. Et c'est vrai qu'en général, en début de saison, j'aime bien sortir sans ma montre. Même au-delà, pas que sur l'aspect environnemental, mais tu as dit, c'est aussi une question de mentalité, de vision des choses. De vouloir toujours tout chronométrer, toujours tout mesurer, c'est pas forcément viable et c'est pas forcément la raison pour laquelle on se met au sport. Et il faut aussi savoir lâcher prise à ces sujets. Je trouve que c'est vrai que par exemple les chaussures carbone ou ce genre de choses, les personnes qui vont s'intéresser à ça alors qu'elles ne courent pas suffisamment, moi ça me donne un petit peu l'impression de tricher avec leurs moyens, tu vois. Parce que finalement ils se consacrent pas suffisamment physiquement ou ils peuvent pas se consacrer plus physiquement, donc ils essayent de gagner ils appellent ça en anglais des marginal gains sur ce qui peut être gagné, quoi. Et je trouve ça un petit peu dommage. Après, en termes d'objets de pointe, comme les testeurs de lactatémie, etc., c'est vrai que ça s'adresse surtout à du haut niveau. Et on pourrait totalement imaginer, entre guillemets, un peu plus collectiviser ces objets. Par exemple, en passant par des structures de haut niveau où les athlètes y auraient accès, plutôt que d'avoir une possession privée par athlète, tu vois. Plutôt que, par exemple, avoir 10 athlètes qui s'entraînent au même endroit, Iten, avec un testeur de lactate. Bon, là, c'est pas mon meilleur exemple. Avoir 2 testeurs de lactate pour 10, tu vois, et réussir à gérer correctement la petite logistique pour changer les bandelettes, etc., le nettoyer. Et je pense que il y a aussi d'autres façons de faire, quoi. Mais effectivement, c'est des choses qui s'adressent pas à la majorité des pratiquants, nous inclus. Alors que, bon, on court déjà, entre guillemets, au niveau interrégional, c'est déjà pas trop mal, honnêtement. Mais nous, on pourrait très bien prendre des chaussures un peu quelconques et juste aller courir sans montre, sans ceci, sans cela. Et je trouve qu'il y a une tendance à un peu trop intellectualiser, surintellectualiser la pratique, tu vois. Enfin, c'est un peu mon point de vue. Et du coup, ces questions sur le matériel, après le compétitif, je trouve que ça amène à poser une question plus générale, une question un peu bilan. C'est qu'est-ce que tu penses être les principaux facteurs d'amélioration pour l'athlétisme et la course à pied dans les mois et années à venir? Donc,
Parce qu'au final, on l'a un peu mentionné, la course à pied, c'est peut-être pas le sport qui va le plus subir le réchauffement climatique et le changement climatique, excuse-moi, et les changements que ça va amener. Mais comment tu penses que la course à pied et l'athlétisme peuvent s'améliorer et qu'est-ce qu'il est nécessaire et qu'est-ce qu'il est souhaitable de faire? Alors sur l'aspect de la performance, c'est pas vraiment ma spécialité et j'avoue que j'ai pas tellement d'avis. Je pense sincèrement qu'on va avoir des problèmes politiques, démocratiques et environnementaux tellement plus importants à traiter que malheureusement il y a beaucoup de personnes du milieu du sport, dont évidemment les athlètes pro en premier lieu, qui vont voir leur quotidien brutalement changer. Enfin brutalement peut-être, mais vont changer de toute manière, c'est à peu près certain. Donc je pense que là où l'athlétisme peut s'améliorer, c'est à amortir la chute, à envisager une pratique plus sobre et à toucher un public plus large. Alors en fait, ça peut paraître contre-intuitif, mais je pense qu'il y a on en parle très peu depuis le début, mais l'enjeu d'égalité et de justice sociale est hyper important. Et aujourd'hui, la question environnementale, c'est comme beaucoup d'autres questions, avant tout une question d'inégalité sociale. Et donc, si aujourd'hui, celles et ceux qui n'ont pas accès à la pratique sportive pouvaient l'avoir, ça pourrait être un facteur d'émancipation pour beaucoup de personnes. Et à l'inverse, celles et ceux qui aujourd'hui font leur vie vont peut-être devoir réenvisager pas d'avoir un métier à côté en fait, comme beaucoup de gens. Aujourd'hui, je suis pas sûr que être sportif professionnel ce soit un métier d'avenir d'un point de vue environnemental. Et donc je pense que voilà, l'athlétisme va devoir réussir en tant qu'institution, je veux dire, à accompagner celles et ceux dont c'est le travail aujourd'hui à trouver autre chose comme moyen de subsistance ou même comme moyen d'épanouissement, parce que voilà, passer toute sa vie à aller faire de la course à pied, au final on n'a pas développé tellement d'autres compétences à côté, donc ça peut être étrange si aujourd'hui on dit à toutes celles et ceux qui s'investissent 15 à 20 heures par semaine, désolé mais on a décidé d'arrêter les compétitions parce qu'on pouvait plus. Ça risque de faire très étrange, mais voilà, à l'inverse je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça permettrait de s'épanouir. Ouais, effectivement, il y a cette question des compétences parce que quand tu te centralises sur une chose, forcément, t'as pas forcément le recul nécessaire ou le temps ou la capacité pour te former à autre chose et pouvoir rebondir. Et on le voit dans beaucoup de sports, des athlètes professionnels qui ont du mal à se trouver après leur carrière, ou même déjà sur la fin de leur carrière, qui refusent de mettre un terme à leur carrière, ou en tout cas repoussent ce terme le plus tard possible, parce que justement, il n'y a pas d'après-carrière. Et ça, effectivement, je suis assez d'accord. Et globalement, je partage ton avis sur le fond, sur la plupart des choses. Après, j'emploierai pas forcément les mêmes termes, mais c'est vrai que le sport est... Comment dire? Il y a beaucoup d'injustices dans la société qui se reflètent dans le sport et que ça peut être un moyen. Et justement, moi, je pense que ce qui peut être intéressant, et là où tu dis le sport de haut niveau n'est pas un métier d'avenir. Alors, dans l'immédiat, je pense que dans le très concret, je partage ta position et je partage ta vision des choses, parce que malheureusement, on va quand même plutôt droit dans le mur et il y a beaucoup de choses non essentielles qui vont disparaître assez brutalement, parce que comme tu le dis, il va y avoir beaucoup de changements démocratiques, climatiques, etc. Mais, comment dire, j'aimerais beaucoup avoir une société où au final, c'est quelque chose qui est valorisé d'être sportif de haut niveau, sans avoir excessivement d'abus, en plaçant l'athlète sur un piédestal comme on peut le faire aujourd'hui, en lui permettant un peu tout, de voyager, de faire ceci, de faire cela. Et une société où on valoriserait aussi un peu plus ce genre de choses, comme une société dans laquelle on valoriserait un peu plus certaines démarches artistiques, etc. Et moi je rêve un petit peu, tu vois, d'une société où le sport de haut niveau et le sport survivraient, parce que justement... la vision des choses serait totalement différente et il n'y aurait pas forcément une vision que marchande. Et le sportif n'aurait pas besoin d'exister pour créer de la valeur, pour apporter de la valeur à une marque, pour apporter de la valeur à une course. Mais parce que intrinsèquement, il y a une question de valeur, il y a une question de lisser les injustices, etc. qui sera portée par le sport et qui permettrait de voir autrement. Mais effectivement,
vu la situation actuelle dans laquelle on va droit dans le mur, c'est compliqué d'imaginer ça, mais j'imaginerais vraiment les choses comme ça. J'aimerais beaucoup voir les choses ainsi, moi, tu vois. Ah oui, non, mais en fait, c'est aussi ce que je pense. Enfin, c'est aussi ce que j'adorerais dans les faits, d'un point de vue énergétique, climatique et des ressources. En fait, on va pas tellement avoir le choix. Aujourd'hui, il y a une grande partie des métiers qu'on exerce qui sont du secteur tertiaire, où voilà, on est un peu dans une société de divertissement. Le sport professionnel, c'est professionnel pour celles et ceux qui le pratiquent, mais c'est essentiellement du divertissement pour toutes les autres personnes. Du spectacle, ouais. Du spectacle, et malheureusement, alors c'est vraiment pas ce que je souhaite, hein, mais en fait, il va falloir aussi envisager le fait que on aura moins de temps et d'argent à l'avenir, enfin, peut-être, à dépenser dans des choses qui ne sont pas essentielles, et donc il va peut-être falloir se réorienter une partie de l'économie vers des métiers plus essentiels, et donc certaines personnes vont simplement plus pouvoir se permettre d'avoir le privilège d'être sportif ou sportif de haut niveau, puisque on n'aura pas forcément un système de production agricole, des transports et tout ça aussi bien huilé qu'actuellement. Et donc il va falloir que un certain nombre d'entre eux et d'entre elles peut-être se retrouvent à faire de l'agriculture paysanne, quoi. Non, mais ouais, moi je partage entièrement ton avis, c'est clair. Et que tant qu'on reste dans un prisme vraiment économique, forcément ce genre de choses passera à la trappe parce qu'il y aura des priorités. Et parce qu'il faut se rendre compte que du primaire au tertiaire, quasiment l'ensemble des corps de métier est menacé. Même par exemple dans l'agriculture, on entend souvent qu'aujourd'hui la terre produit. Les terres sont beaucoup moins qualitatives et produisent des aliments beaucoup moins qualitatifs. Par exemple, récemment, j'ai vu passer une actualité que les qualités nutritives du riz étaient en chute libre à cause de l'épuisement des terres et ainsi de suite. Parce qu'il y a peu de rotation des cultures, il y a de plus en plus de chaleur, de canicule, mais aussi de pluie intempestive, etc. Mais ça, au final, c'est qu'un exemple pour montrer que oui, tous les corps de métier sont menacés et que à l'avenir, il y aura des priorités. Donc ça vient un peu clore notre débat, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. J'aimerais bien ajouter un truc, c'est que très souvent quand on parle d'environnement, d'écologie, on a un message très pessimiste. Je suis bien conscient que ce que je raconte là, ça donne pas envie et ça fait pas rêver. Et justement, c'est ce que j'essaye de montrer via les vidéos, c'est que ça peut être souhaitable d'avoir une pratique sportive plus amateur, hein, plus locale, et moins émissive, tout simplement. Donc tout ce dont on a discuté là dans ces derniers instants, c'est des perspectives à plus long terme. Je pense qu'on a encore quelques 20-30 prochaines années devant nous. Alors malheureusement, c'est un très très bon argument pour ne rien faire, de dire qu'on a encore un peu le temps. Ouais. Dans les faits, il faut agir vite sur des secteurs qui sont primordiaux, comme l'alimentation, comme les transports, comme le logement. La question des divertissements et du sport, elle apparaîtra, j'espère, plus tard. En tout cas, ce qui est important d'avoir en tête, et c'est ce que j'essaye de dire un peu dans mes vidéos, c'est qu'il y a des ordres de grandeur à avoir en tête. Et aujourd'hui, si vous voulez et pouvez vous permettre de vous passer de la voiture ou de ne pas prendre l'avion pour aller en vacances, et ben ça, c'est un petit effort. Alors ça dépend en fonction de qui, hein, mais c'est un effort qui aura beaucoup plus d'impact que de ne plus regarder les athlètes professionnels à la télé pendant les prochaines années. Donc je pense que il faut qu'on se prépare à l'idée de pouvoir faire moins de choses, et donc on pourra plus prendre l'avion et regarder les compétitions internationales. Et il faut qu'on décide de laquelle on veut garder des deux. Moi, mon choix est très vite fait, mais voilà, faut que c'est un débat et une question que plus de personnes se posent. Et du coup, j'espère que ce podcast servira un peu à ça, quoi. J'espère aussi, ouais, parce que c'est clairement important et c'est clairement un défi sociétal et civilisationnel qui fait face à nous et qu'il ne faut pas non plus voir, effectivement, comme tu le dis, de façon trop morose. Donc on va passer à la fin du podcast avec quelques petites questions que la communauté m'a suggérées. Il y en a 3 principales. Donc la première, c'est
jusqu'où tu penses te déplacer pour une course. Est-ce que tu es prêt à aller plus loin pour une course à part, comme par exemple un championnat de France, en ce qui nous concerne? Et est-ce que tu préfères te dire, par exemple, je vais faire une course un peu plus loin, par exemple un championnat de France, récemment il y a eu le 5 km à Albi, pour moi c'était à l'autre bout de la France, donc j'y suis pas allé. Ou est-ce que tu préfères te dire, je vais pas trop loin, je vais pas à l'autre bout du pays, je fais pas 1000 bornes, mais par contre, je me déplace un petit peu plus sur les courses que je fais. Et bon, évidemment, je me déplace, mais aussi comment je me déplace, quoi. Ça fait aussi partie de la question de jusqu'où tu te déplaces, selon comment tu te déplaces. Alors je me suis pas imposé de règles, j'ai fait mon bilan carbone sur l'année 2023 et le plus loin où je suis allé, donc je vivais en Normandie à ce moment-là et je suis allé faire une course à Grenoble où j'ai fait mes études, j'ai retrouvé des amis. J'y suis allé en bus et en train, ça m'a pris beaucoup de temps et pas mal d'argent, donc je regrette pas du tout, mais voilà, je pense qu'au-delà de 700-800 km c'est plus raisonnable pour une pratique amateur comme celle que j'ai. Maintenant j'ai la chance de vivre du coup en Île-de-France et il y a énormément de courses, il y a un niveau exceptionnel sur la route et donc je pense que j'ai même pas besoin en fait de me déplacer. Après faut faire un peu attention avec ça et c'est quand même très intéressant de découvrir le monde. Je me permets une petite parenthèse quand même, faire être écolo, ça n'empêche pas de voyager. J'ai eu la chance de faire une année de césure avec des amis et on est allé en Turquie puis en Iran à vélo et puis en bus et en train. On n'a jamais pris l'avion et c'était une expérience vraiment extraordinaire. Donc voilà, faut juste envisager les choses un peu différemment, je pense. Mais voilà, si aujourd'hui, enfin, je pense qu'un jour j'aimerais bien faire le marathon de Valence ou le marathon de Berlin, peut-être d'Amsterdam, j'en sais rien. En tout cas, voilà, dans les pays frontaliers, j'aimerais bien aller là-bas. Mais c'est sûr et certain que j'irai jamais à Boston pour courir, ni même aller m'entraîner au Kenya, quoi. C'est juste un manque de respect, je trouve. Ouais, je partage entièrement ton avis. Et effectivement, après, oui, tu peux bouger une fois. Par exemple, Amsterdam, c'est pas l'autre bout du monde et tu peux prévoir un trajet. T'es très bien allé en Iran à vélo, ce qui est une magnifique expérience, j'imagine, et où tu as pu aussi justement mesurer l'importance, j'imagine, du fait que le trajet fait aussi partie du voyage, quoi. Le chemin est aussi important que la destination. Mais bon, en tout cas, si tu es allé en Iran à vélo, je pense que tu n'auras pas trop de mal à te débrouiller, comme ce que tu as pu faire à l'image de quand tu es allé à Grenoble, pour te déplacer, pour aller à Valence, etc. Et oui, ça amène à repenser beaucoup de choses, mais c'est peut-être ce qu'on va être amené à faire, justement. Et ensuite, pour la deuxième question de la communauté, est-ce que ta nutrition aussi fait partie de l'ensemble que tu penses pour respecter au mieux l'environnement et les défis qui nous attendent? Est-ce que tu inclus ta nutrition dans la pensée? Ouais, bien sûr. Alors pour rappel, il y a à peu près, enfin il y a une grosse partie de notre bilan carbone qui est due à notre alimentation et principalement due à la consommation de viande rouge. Donc moi, ça fait déjà 4-5 ans que je fais attention à ma consommation de viande. Je mange plus du tout de viande rouge. Je mange encore un peu de viande blanche de temps à autre. En moyenne, je dois être à une fois par semaine. Voilà, et c'est pas du tout un problème pour le développement musculaire. J'ai compensé par d'autres formes d'apport en protéines. Voilà. Et après j'essaye de manger des produits de saison, pas forcément locaux parce que je peux pas forcément toujours me permettre d'un point de vue financier et tout. Et puis d'un point de vue carbone, c'est pas forcément toujours ce qu'il y a de plus optimisé, donc faut faire un peu attention avec ça. Ça veut pas dire que je mange des avocats du Mexique ou d'Amérique du Sud, mais les tomates qui viennent d'Espagne, c'est des fois moins pire d'un point de vue carbone que des tomates qui viennent de France. Bon, faudrait regarder dans les détails. J'essaye de pas me prendre trop la tête, mais il y a vraiment un truc auquel il faut faire très attention, c'est la consommation de viande et de viande rouge en particulier, quoi. Ouais, c'est le sujet qui revient souvent. Et tu as très bien répondu à la question. Et la dernière question. Et il y a même Ouais, vas-y. une série que j'ai pas encore regardée, qui s'appelle Game Changer, c'est sur Netflix, avec pas mal d'athlètes de haut niveau qui ont un régime végétarien, voire vegan. Et il y a même des athlètes qui font des sports de force. Alors pour des sports d'athlétisme, des sports d'endurance, où
ou d'équilibre, ça peut être un peu, ça peut ne pas être choquant, mais pour des sports de force, on se dit quand même, ouais, faut manger des protéines, tout ça. Et il s'avère qu'il y a un athlète dont j'ai oublié le nom qui est extrêmement performant sans manger une seule gramme de protéines animales, quoi. Ouais, ça c'est bon à mentionner aussi parce qu'au final, il y a beaucoup plus d'athlètes végétariens et végétaliens que l'on imagine. Et c'est quelque chose qui est possible d'avoir ce genre de régime et de performer. Et enfin, la dernière question de la communauté, c'est est-ce que tu mêles ton entraînement à tes déplacements? Par exemple du vélo taf, mais je pense aussi évidemment à la vidéo que tu as fait sur les interclubs où tu finis en partie aller à vélo. En effet, j'essaye, en fait, je suis toujours plus ou moins à 4-5 km de mon lieu d'entraînement. Donc je fais de la course sur route, mais je m'entraîne sur piste souvent. Donc bah voilà, je suis toujours à quelques kilomètres de mon lieu d'entraînement, donc j'y vais toujours en courant. Ça me paraît assez évident en courant ou à vélo. Et après, j'utilise le vélo quasiment quotidiennement aussi pour me rendre au travail. Voilà, en effet, même pour aller à certaines compétitions, il y en a auxquelles je vais à vélo. Après, ça reste minoritaire, hein, je vais pas mentir, quand j'ai envie de performer, je veux pas faire 50 km de vélo avant. Donc il y a des fois où je prends évidemment le train, le bus, occasionnellement la voiture, mais très rarement. Dans le cadre de ma pratique sportive, hein, parce que il y a des moments où bah, voilà, j'ai déménagé plusieurs fois ces derniers mois et évidemment, bah, comme tout le monde, j'ai besoin d'une voiture. Donc je veux vraiment pas faire croire que je suis parfait. J'ai voilà, 6,2 tonnes de CO2 sur l'année 2023. Donc voilà, je vous invite à faire votre bilan carbone aussi pour voir si vous ferez mieux que moi. Et voilà, mais clairement, aujourd'hui, si on veut respecter les accords de Paris de 2016, il faut descendre à 2 tonnes par personne et par an. J'en suis très loin, mais mes actions individuelles ne suffiront pas. Et donc c'est aussi pour ça qu'il est important d'en parler autour de nous, de faire ce genre de podcast, d'en faire des vidéos, d'interpeller nos dirigeants, nos dirigeantes, d'interpeller nos sportifs, enfin les sportifs qu'on apprécie. Donc voilà, c'est un mélange de plein de choses, mais voilà. Voilà, bah ça c'est une très bonne réponse aussi. Et au sujet de ton bilan carbone, je renvoie bien évidemment à ta dernière vidéo à date du podcast, la vidéo J'ai battu Kylian Jornet, bilan 2023, où tu fais un résumé de ton bilan carbone que tu essayes de détailler, t'expliques la méthodologie, le calculateur de bilan carbone que tu as employé, et tu reviens un petit peu sur le bilan carbone de Kylian Jornet, parce que pour info, Kylian communique énormément sur énormément de choses, il communique sur son entraînement, sur son bilan, ainsi de suite, et ça a le mérite d'être très intéressant, et bah, j'ai beaucoup apprécié ta vidéo. Donc le podcast touche à sa fin, on a eu énormément de sujets à discuter, mais je pense que ça pourrait durer des heures, donc il a fallu un petit peu canoniser le tout, parce que franchement c'est vrai que c'est un sujet des sujets qui sont très très intéressants, et qui, d'autant plus comme tu le mentionnes, sont importants et qu'il faut qu'on essaye d'amener à sensibiliser notre entourage et aussi, si possible, les personnes au-delà de notre entourage, les dirigeants et ainsi de suite, à toutes ces questions. Et il faut garder la foi, en tout cas, il faut garder espoir, parce que c'est vrai que parfois on peut voir les choses d'un point de vue négatif, mais c'est pas forcément juste retirer des choses, c'est aussi envisager les choses d'une façon différente. Donc en tout cas, je te remercie pour le podcast. Eh ben avec plaisir, c'était un plaisir. Merci pour tes questions et ton temps. Bah avec plaisir, merci pour ton temps aussi. C'était intéressant et j'espère qu'à l'occasion, on aura justement l'occasion de reparler de ce genre de sujet sur ma chaîne. Je vous invite à aller suivre Emilien, donc sa chaîne c'est Sport Sobre-Emilien. Normalement, c'est pas bien compliqué de la trouver. Et n'hésitez pas à aller voir un peu toutes ces vidéos qui sont intéressantes et quand même assez variées. On se dit à très vite pour un nouveau podcast. Tchuss!